Bonsoir. L'on pensait avoir terminé avec les ordinateurs Paul Biya. Voici que Mutation relance le débat autour de cette affaire avec un titre fort évocateur que vous verrez en une ce vendredi. Ordinateur Paul Biya, Yaoundé 1 souffre au tribunal criminel spécial. Lorsqu'on parcourt les colonnes du quotidien Mutation, on découvre que le dossier de vol de 400 ordinateurs PBHEV au sein de l'université de Yaoundé 1 atterri ou plutôt a été transmis au tribunal criminel spécial. Comment comprendre cette évolution de la situation? On en parle ce soir au cœur de la presse dispute sur Equinox Télévision. Le deuxième sujet réveille également un dossier que l'on croyait clos. En tout cas, la Voix du Centre nous indique en sa une de cette semaine, publication du rapport d'audit des fonds Covid-19, l'Union européenne exerce de nouveau la pression sur la Chambre des comptes de la Cour suprême. Il ressort de ce que nous propose ce journal, qui a eu un entretien entre Philippe Van Damme, chef de délégation de l'Union européenne au Cameroun, et le président de la Chambre des comptes de la Cour suprême, Yap Abdou, et qu'au cours de cette audience entre les deux hommes, eh bien, le diplomate a révélé ce vieux dossier, s'agissant donc de la gestion des fonds alloués dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 dans notre pays. On parlera donc de cela également au cœur de cette édition de la presse dispute. Et nous recevons nos invités en plateau ce soir. Je commence par ma gauche parce que c'est une dame, honneur aux dames, Josiane Afom. Bonsoir. Bonsoir Marcelin. Merci d'honorer cette invitation. C'est moi qui vous dis merci de m'avoir fait honneur d'être présente sur ce plateau ce soir pour expliquer davantage la une du quotidien Mutation de ce matin. D'accord, Josiane Afom, chef service éducation justement au quotidien Mutation. Exactement. Donc vous êtes en fait dans votre élément. Oui, c'est dans un élément. Vous parlez des ordinateurs Paul Biya. D'accord, justement. merci. En face de vous ce soir, un directeur de publication, Emmanuel Ekouli, bonsoir. Mais bonsoir encore, bonsoir ce soir, bonsoir à vos millions de téléspectateurs qui nous écoutent et c'est un honneur pour moi d'être encore là ce soir. Pour la deuxième fois, Emmanuel, c'est exactement, directeur c'est de publication de La Voix du Centre. C'est exact. D'accord. Bi-hebdomadaire. Bi-hebdomadaire parce que justement l'édition que nous avons, c'est la deuxième de la semaine. Tout à fait. Vous faites fort là. Mais disons que nous essayons de faire comme les autres. Nous voulons ressembler à Mutation qui est en face de moi. Vous avez des ambitions de passer également au quotidien? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Malgré l'environnement difficile. Pendant que d'autres regrettent d'être passés peut-être quotidien, vous vous dites il faut foncer. Non, peut-être pas regret, mais je pense que Mutation n'est plus à regretter pourquoi ils sont quotidiens. Je crois qu'ils sont en train de penser déjà à une édition du soir. Ah bon? Du tout. Exactement. Ah. Exactement. D'accord, c'est bien. Il faut en tout cas que la presse vive. Malgré l'environnement qui est difficile, on doit tout faire pour être en kiosque. C'est bien. Alors, Josiane, je voudrais donc, chers confrères et consoeurs, que nous y allons avec la une du quotidien Mutation, donc, qui est en kiosque ce vendredi, qui révèle dans le dossier des ordinateurs Paul Biya. Souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps, on parlait de vol d'ordinateurs à l'université de Yaoundé 1, 400 au total. D'où vient-il que ces ordinateurs aujourd'hui arrivent à disparaître? Comment même cela s'est-il passé lorsqu'on sait qu'à un moment donné, on avait l'impression que ces ordinateurs avaient été entièrement distribués aux étudiants? Ce qui est encore plus intéressant, et on le voit à la une de Mutation, c'est que le dossier a été transmis au tribunal criminel spécial. Et là, ça devient forcément intéressant. Josiane, votre une là, Yaoundé 1 souffre au tribunal criminel spécial. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Yaoundé 1 souffre au tribunal criminel spécial. En fait, ça veut dire qu'il y a un dossier qui concerne l'université de Yaoundé 1 sur la table du tribunal criminel spécial. Pour être plus précis, il s'agit du dossier du vol d'ordinateur à la faculté des sciences de l'université de Yaoundé 1 qui a été transmis au tribunal criminel spécial. Donc, avant d'arriver à ce niveau, il faut préciser que l'enquête préliminaire était menée par les enquêteurs du CET qui ont bouclé les enquêtes préliminaires et qui ont envoyé le dossier au CET pour la suite de la procédure, au TCS pour la suite de la procédure. Disons que au départ, il n'était pas question que le dossier aille au TCS, mais le recteur qui, je voudrais dire qu'il manœuvre, du moins ce qui est à la base de tout cela, avait demandé que le dossier soit transmis au tribunal
grande instance du Fondi, ce qui n'a pas été le cas. Les enquêteurs du CED ont jugé opportun d'envoyer plutôt le dossier au TCS parce que le TCS est... En fait, c'est le TCS qui doit juger de cette affaire, qui juge des affaires. Oui, parce que la compétence public. du TCS, c'est pour des montants qui sont plus ou non plus, c'est-à-dire qu'à partir de 50 millions de francs CFA. Peut-être qu'en faisant des simples calculs, quand ça 400 ordinateurs par le prix unitaire, ils ont peut-être vu que le montant était au-delà de 50 millions. Non, Marcelin, disons déjà qu'il y a une guerre au niveau des chiffres, du montant, du nombre exact d'ordinateurs qui a disparu, parce que le recteur, dans sa plainte contre inconnu, il faudrait le préciser, déclare 1141 ordinateurs disparus. Ça, c'est ce qu'il a déclaré. Maintenant, dans les enquêtes au 7, il avait été question que les enquêteurs descendent sur le terrain et fassent l'inventaire. Au terme de l'inventaire, dont ils ont trouvé qu'il y avait un gap de 380 ordinateurs exactement. Et même jusque-là, si on s'en tient aux déclaration du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famdongo, qui estime que la valeur d'un ordinateur est de 300 000 francs. Si on multiplie 300 000 francs fois 380, on voit bien qu'on est au-delà de 50 millions. Oui. Donc, je suppose que c'est pour cette raison que le dossier a été envoyé au TCS. Alors, Emmanuel Kouli, on va revenir à Josiane tout à l'heure. Voilà une affaire qu'on a accueillie à bras ouverts, puisque cela devait permettre aux étudiants d'avoir du matériel pour travailler. Tout cela a bien commencé, la distribution se déroulait plutôt bien, malgré les critiques, avec la polémique autour de 32 Go 500. Aujourd'hui, qu'on en soit aujourd'hui à se retrouver devant le TCS pour une affaire qui visait à aider les étudiants, c'est quand même inquiétant. On a l'impression que voilà un autre scandale de plus. C'est plus qu'un scandale, Marcelin. Je pense que la première question qu'on devait se poser, que faisait encore 380 ou 1141 ordinateurs dans les tiroirs, on va dire comme ça, ou dans les magasins de la faculté des sciences de Yaoundé 1. Je crois que vous estimez qu'on aurait pu déjà avoir distribué tous ces ordinateurs? Il y a très longtemps, on nous a dit qu'on avait commandé des ordinateurs au Cameroun qui étaient destinés aux étudiants. Il y a 3 ans, plus de 3 ans de cela. On croyait qu'on avait distribué ces ordinateurs. D'ailleurs, je suis surpris d'entendre là maintenant que la valeur de l'unité de ces jouets-là valait... Vous les appelez des jouets? Des jouets carrément, c'est des jouets. Puisque lorsque vous voyez, moi je me suis souvent posé la question à quoi pourrait servir ce genre de jouets à des étudiants. Peut-être pour les petits travaux des étudiants, non? Oui, mais les étudiants ne leur ont pas demandé de leur donner des jouets. Ou on leur donne des ordinateurs, ou on ne leur donne pas des jouets. Parce que je ne comprends pas. C'est la première fois que j'entendais qu'une pièce de cet ordinateur valait 300 000 francs CFA. Alors vous savez, Marcelin, si on vous donne 300 000 francs CFA maintenant, et vous allez là à l'avenue Kennedy ou à Aqua, je ne sais plus où, à quelle heure, à quoi, et quand vous demandez d'acheter un ordinateur, vous allez acheter un ordinateur neuf, 300 000, ce sera un ordinateur de grande capacité. Je crois que même les plus grands scientifiques du monde ne pourraient pas le simplifier. D'accord, nous n'ouvrons plus le débat sur le prix, on en a suffisamment parlé. Restons sur cette affaire qui aujourd'hui quitte le campus pour se déporter dans les prétoires. Oui, mais je crois que c'est une fuite en avant pour tout le monde. J'espère simplement que le chasseur ne sera pas chassé au TCS. Parce que la première question qu'on posera au recteur, c'est que faisait encore ces ordinateurs là-bas? Parce que c'est quand même lui qui représente Yaoundé 1. C'est lui qui... Il est possible qu'on ait distribué et qu'il y reste, non? Chaque année, il y a des nouveaux étudiants qui arrivent. Oui, ça pourrait être pour ces nouveaux étudiants, oui, potentiels nouveaux étudiants. Ces étudiants-là, on vous a dit que l'année dernière en avait reçu. Vous avez appris que les étudiants l'année dernière en avaient reçu. Mais dites-nous, peut-être que vous avez des infos que tout le monde n'a pas eu. Peut-être qu'elle va nous dire, elle qui a fait l'enquête va nous dire tout à l'heure. Mais je ne suis pas certain que, d'ailleurs, toutes les universités aient reçu ces ordinateurs parce que moi, j'ai enseigné dans des universités où certaines n'ont jamais reçu d'ordinateur. Or, il se trouve que ces ordinateurs-là étaient destinés à toutes les universités camerounaises, à tous les étudiants camerounais. Effectivement, aussi bien du public que du privé. Du privé. Mais j'ai vu des établissements d'enseignement supérieur qui n'ont jamais reçu. Qui ont reçu. Des IPES qui ont reçu. Non, je vous en prie, ne parlez pas dans l'absolu. Quelques IPES sont reçus. Oui. Pas tout le monde. Moi, j'en connais qui n'ont pas reçu. Et ils sont restés calmes alors que c'était un don présidentiel? Oui, mais vous savez, si c'est un don, ça veut dire qu'on vous donne quand on veut.
Ah non, peut-être que c'est un don, c'est un don. Si on dit c'est un don, ça veut dire que vous ne demandez pas quand vous ne revendiquez rien quand on ne vous donne pas. En tout cas, il n'y a pas longtemps que même le ministre de l'enseignement supérieur remettait encore ces dons-là au niveau des dons. bails des sports. Ça veut dire qu'il y en a encore qui sont stockés en attente de potentiel. Moi, je crois que j'ai eu l'occasion de voir un de ces étudiants qui a reçu cet ordinateur-là qui n'a jamais démarré, qui ne pouvait pas s'allumer. On vous remet un jouet dans un carton qui semble être tout neuf, mais vous ne pouvez pas le mettre en marche parce qu'il ne marche pas justement. Ça peut aussi arriver. Au mieux de 100 ordinateurs, il peut en voir 4 ou 5 qui ne fonctionnent pas. C'est bien de défendre ça, mais je... Non, ce n'est pas de la défense, c'est des faits. C'est-à-dire que vous pouvez acheter 100 ordinateurs, il y en a 2 ou 3 qui dérangent. Bon, ça aussi, c'est vrai. Alors, Josiane, dans vos investigations, l'affaire désormais au TCS, nous n'allons pas faire le procès de qui que ce soit ici, mais si ça arrive au niveau du TCS, ça veut dire que depuis que cette affaire fait grand bruit au sein du campus, ça n'a pas pu véritablement avancer au point où le recteur se trouve obligé de porter cette affaire devant les juridictions. Oui, je vais répondre, mais avant de répondre à la question, je voudrais faire quelques précisions sur son intervention. Oui. Précisons déjà que les ordinateurs étaient destinés aux étudiants inscrits sur certaines années académiques. Donc 2016, 2017, 2018, 2019. Voilà. Donc un étudiant inscrit à l'université en 2020, en principe, ne devrait pas avoir... Et là, on est en 2021. ...droit à cet ordinateur. Oui. Bon, maintenant, dans les universités, dans les facultés, la distribution se poursuit. En fait, les enrôlements se font au quotidien. Et là, on remet aux étudiants bénéficiaires. De ces années-là? Oui. Qui sont déjà au quartier? Non, pas qui ne sont pas au quartier, parce qu'il faudrait présenter certains éléments pour avoir sa machine. Il faudrait présenter des éléments. Donc, à la faculté des sciences, par exemple, on a plus de 30 000 étudiants. Donc, on ne peut pas distribuer 30 000 machines comme ça du jour au lendemain. D'accord, ça c'était la précision. Ça, c'était la précision. Maintenant, pour revenir à votre question, Marcelin, disons que cette histoire, quand elle commence, elle est vraiment très louche. Oui. L'affaire du vol des ordinateurs à la faculté des sciences se retrouve à l'extérieur, du moins à la gendarmerie des Foulanes d'abord, sans être évoqué à l'université. Mais qui porte l'affaire au niveau de la gendarmerie des Foulanes? Au niveau de la gendarmerie des Foulanes qui porte l'affaire, je ne peux pas dire, mais ce que je sais, c'est que les enquêteurs, les gendarmes des Foulanes, ils ont attrapé un jeune qui vendait les ordinateurs. Il avait 50 pièces d'ordinateurs. Ils ont attrapé et ils l'ont arrêté. Ils ont demandé qui était son fournisseur. Oui. Il a donné le nom du fournisseur qui est un certain Foucault, qui était le vice-président de l'association des étudiants de la faculté des sciences. Avec les gendarmes, il a appelé le vice-président pour lui dire qu'il a encore besoin de 50 autres ordinateurs. C'est comme ça, il se donne rendez-vous au campus. Il est question qu'il aille chercher les pièces au campus. Quand il arrive à l'université, du moins son client arrive avec des gendarmes en civil. C'est comme ça qu'il a été happé. Il a été happé, directement amené à la gendarmerie. Le doyen de la faculté des sciences n'est pas informé. La présidente n'est pas informée. Le recteur, je ne sais pas, je ne peux pas dire avec précision ou pas s'il avait été informé. Et on n'a pas su qu'il lui livrait. Alors c'est ça, j'allais dire que à l'université à ce moment-là. Au moins. En fait, le vice-président de l'association des étudiants de la faculté des sciences, c'est lui qui livrait les ordinateurs. Et lui prenait. Et il a d'ailleurs reconnu, parce que quand le doyen est convoqué, est appelé à la gendarmerie des Foulanes pour être entendu sur le sujet, il est d'abord surpris qu'un tel acte soit passé dans sa faculté et il ne comprend pas. Il décide donc, après quand ils partent de la gendarmerie, il décide de convoquer un conseil de discipline pour entendre les étudiants, dont la présidente, le vice-président, puisqu'il avait confié les clés du magasin à la présidente qui devait prendre des machines en son absence pour distribuer aux étudiants. Donc, au cours
du conseil de discipline, le vice-président reconnaît avoir dérobé la clé sur le bureau de la présidente et l'a dupliquée. C'est donc, ayant dupliqué la clé, il se servait tranquillement. D'accord, ça veut dire qu'en principe, l'affaire étant désormais au TCS devait facilement évoluer, puisqu'au moins on a quelques pions. Oui, Marcelin, sauf que c'est difficile parce que ce vice-président qui a reconnu avoir volé la clé et dupliqué, aujourd'hui, il n'a entendu nulle part. Il n'a pas été entendu au CED. Il a été entendu juste à la gendarmerie des Foulanes. Et au CED, bizarrement, il a été blanchi. On ne parlait plus de lui. C'était la présidente maintenant et le commissaire aux comptes de l'association. Ils ont même été exclus à l'école, du moins suspendus à l'école normale supérieure. Ouais. Parce qu'ils étaient étudiants. Alors Emmanuel, vous voyez que c'est un dossier qui n'est pas clos là. C'est un véritable film. C'est comme un film véritablement parce qu'on n'arrive pas à comprendre que les étudiants se servent aussi facilement. Vous savez, je reste sur ma question de départ. Que faisaient encore ces ordinateurs là? Elle a bien fait nous expliquer que c'était les années académiques 2017, jusqu'à 2019. Oui, alors, 2 ans après, que faisaient encore ces ordinateurs? Peut-être que pour enrôler les étudiants, ça prend 10 ans, ça. Je ne sais pas ce qu'il faut. Moi, je ne comprends pas. C'est pour ça que je suis souvent dépassé. Alors, ils récolteront là ce qu'ils auraient semé. Parce que, vous savez, on dit souvent, à force de trop rester, de garder finalement le diable à côté de vous, il finira un jour par entrer dans vous. Donc c'est pour ça, ils ont trop longtemps joué avec le diable là et aujourd'hui ils arrivent. D'accord, le tribunal criminel spécial dont la lourde responsabilité d'établir la vérité dans cette affaire, 400 ordinateurs ou 1100 quelque chose d'ordinateurs. Il faut bien qu'on voit clair dans cette affaire, qu'on sache exactement où sont passés ces ordinateurs destinés aux étudiants des universités du Cameroun. On en reparlera donc. Pour la suite de cette édition de la presse dispute, revenons-en à cette publication du rapport d'audit des fonds Covid-19. Le débat est relancé dans les colonnes du hebdomadaire La Voix du Centre, qui indique que l'Union européenne exerce de nouveau la pression sur la Chambre des comptes de la Cour suprême. Philippe Van Damme, qui est ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne au Cameroun, a été donc reçu en audience par Yap Abdou, qui est le président de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Et c'est donc au cours de cette audience, nous fait savoir La Voix du Centre que le diplomate européen a donc relancé ce sujet de la publication de l'audit relativement à la gestion des fonds alloués donc à la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Emmanuel Ekouli, c'est un dossier relancé, mais vous pensez que la voix de l'ambassadeur, bien qu'il soit chef de délégation de l'Union européenne, pèse suffisamment pour qu'un dossier qu'on croit, en tout cas l'opinion croit que ce dossier est déjà enterré, que ce dossier puisse rebondir? Vous faites bien, Marcelin, de dire que c'est un dossier relancé. Vous savez, ce dossier, il y a déjà 3, peut-être 4 mois même déjà, c'était au mois de juin, je crois, si je ne me trompe, que ce rapport-là, qu'on l'aurait présenté au Parlement. On ne sait pas pourquoi c'est en pleine séance plénière qui était déjà convoquée, qu'on n'ait pas eu ce rapport, sans qu'on nous dise trop pourquoi, alors que tout le monde était venu pensant qu'enfin, on saura comment avaient été gérés ces fonds. Alors, heureusement, chez nous, il faut toujours qu'on soit aidé par les étrangers. Voilà un étranger qui vient à chaque fois nous rappeler, parce qu'il a déjà fait cela, c'était le 5 août. Il a déjà rappelé cela, c'était au ministre des Finances, lui, Paul Motazé. Et il revient maintenant ce 13 septembre, lorsqu'il a cette visite-là à M. Yap Abdou, qui est président de la Chambre des comptes, et qui lui dit qu'en fait, il faudrait bien que ce rapport-là soit connu des Camerounais. Vous savez, c'est un dossier qui fait couler beaucoup d'encre de salive. Et jusqu'au-delà, on n'arrive pas à nous expliquer. Vous savez, on a l'impression que nous fonctionne comme si ceux qui nous dirigent ne devaient pas nous rendre compte ou n'ont pas le droit de nous rendre compte. C'est un peu comme si tout était acquis et que vraiment, on peut faire de nous ce qu'on veut. On peut essayer de nous rendre des comptes quand eux ils veulent, c'est-à-dire les dirigeants, et jamais quand nous on veut. C'est ce qui se passe. Vous voyez un rapport comme celui-là qui est attendu des autres, c'est les autres qui viennent nous dire que attention, il y a ce rapport qui est encore dans votre tiroir. Et lorsqu'on sait qu'on a quand même eu des fuites là, de quelques pages de ce rapport-là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de ministres qui sont impliqués dans ce dossier et beaucoup d'administrations aussi.
Peut-être que cela peut expliquer le fait que ce rapport ne soit pas rendu jusqu'aujourd'hui. Peut-être qu'on veut aménager quelques voies de sortie pour certains. Peut-être qu'on se rend bien compte que si ce rapport était publié dans son intégralité, peut-être c'est tout un gouvernement qui se retrouverait à Koudenga. Alors, Josiane Lafont, pensez-vous que la voix du diplomate européen porte suffisamment pour que ce dossier qu'on semble avoir enterré, bon, on ne peut pas être tout à fait très affirmatif, mais on constate quand même que depuis on n'en parle plus. Est-ce que Philippe Van Damme peut suffisamment faire bouger les choses en le rappelant au président de la Chambre des comptes de la Cour suprême? Bon, suffisamment faire bouger les choses, j'en doute. Ouais. Mais néanmoins, je pense que avec sa sortie, on va reparler du dossier, même si c'est pour quelque temps. Oui, je ne suis pas sûre que après... après... On peut que cette sortie a au moins inspiré la une de la Voix du Centre. Oui, c'est déjà quelque chose. Oui. Donc, certains médias et même le tribunal, je suis sûre, ils vont relancer le dossier, même s'ils vont... Quel tribunal alors? Quel tribunal? Même s'ils vont le remettre dans les tiroirs plus tard. Oui, parce qu'à un moment donné, on avait appris que les dossiers avaient été bouclés par rapport à la gestion des fonds Covid et tout ça acheminé à qui de droit. Mais Marcelin, il faudrait quand même dire que... Il paraît que ces émissions ont été entendues. On a passé le temps à entendre. Effectivement, il y a des ministres, il y a des ministres qui ont été entendus. C'est pour ça que je dis que ces émissions ont été entendues, mais sur la base de quoi? Donc le rapport est gardé pour eux et puis c'est eux qui décident d'entendre quel ministre ils veulent. Je comprends pas. Bon, ce que je voudrais dire, c'est que c'est quand même quelque chose de grave, d'extrêmement grave, parce que ça concerne les Camerounais. Ce sont des fonds, c'est le Fonds monétaire international a donné une partie, mais les Camerounais aussi ont contribué. Et pour une question de santé, ce serait mieux que les gestionnaires rendent compte, qu'on sache que le ministre de la Santé, par exemple, il a utilisé tel montant et avec cela, il a équipé tel hôpital. Je pense que c'est même pas qu'on va pas dire que ce serait mieux. Ils doivent rendre compte. Oui, ils doivent rendre compte, mais disons aussi que dans le cas de ces dossiers, il y a des ministres qui affirment n'avoir jamais perçu cet argent. Oui, ils disent qu'on leur a alloué des montants qu'ils n'ont jamais reçus. Oui, mais monsieur, ceux-là sont connus et ils peuvent aussi venir rendre compte. Et on voyait ces ministères-là quand même poser des actions. Ils prenaient de l'argent où... Oui, ils ont posé des actions. Si je prends, moi je travaille en éducation, donc je parle de ce que je maîtrise mieux. Si je prends le cas du ministère de l'Enseignement supérieur qui jusqu'à aujourd'hui nous dit qu'il n'a pas reçu ces fonds, des actions ont été posées dans des universités sur fond des facultés. Mais vous savez que chez nous, il y a ce qu'on appelle le détournement aussi. C'est-à-dire que lorsque vous prenez un argent qui n'est pas destiné à un besoin précis, on peut vous coller une faute de gestion sur le dos. Oui, ça c'est vrai. Ils ont pris des risques quand même, hein? Oui, ça veut dire qu'il y a de l'argent prévu pour le Covid et les gens prennent des fonds. Ils ont pris des risques, Marcelin, oui. Mais le ministère même, ce qu'il a prévu faire avec son argent, c'était quoi? Il voudrait mettre un accent sur le e-learning. Ouais. Parce qu'avec Covid, les étudiants étaient appelés à suivre beaucoup plus les cours à distance. Donc il était question de financer, d'accélérer le e-learning dans les universités. Et dans ce cadre, il y a une convention qui a été signée avec Amtel pour la fourniture d'Internet dans les universités, qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas été payée parce que les fonds ne sont pas disponibles. D'accord. Peut-être que les investigations qui seront entamées permettront de voir également clair dans ces affaires. Mais Emmanuel, je reviens sur l'acte posé par Philippe Van Damme. Bon, il est dans son rôle aussi. Mais vous savez, il est quand même le chef de la diplomatie de l'Union européenne. Donc, il est dans son rôle de rappeler... Un des contributeurs assez fort. Voilà, il est dans son rôle de rappeler au gouvernement. Il a un droit de regard. J'insiste pour dire, oui, il a dit au président de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Mais est-ce que c'est Yap Abdou le problème, en fait? Est-ce que c'est à lui qui doit rappeler qu'il faut publier Yap Abdou peut être le premier problème parce que, vous savez, c'est quand même la magistrature, c'est le troisième pouvoir au Cameroun. Et on nous fait croire que cette magistrature-là est indépendante. Ouais. Ça veut dire que si c'est un pouvoir, et si on est d'accord que cette magistrature peut être indépendante, lui qui est le représentant de la Chambre des comptes, qui a d'ailleurs bouclé cette enquête-là, devrait, au-delà même d'attendre un ordre d'un certain gouvernement, aller au-devant de la scène pour publier ce rapport public. À son niveau, lui-même ne le fait pas. Parce que lui, il aurait pu le faire. Il aurait pu organiser une conférence de presse au niveau de la Chambre des comptes, dire ok, si ça ne passe pas à l'Assemblée nationale, je ne vais pas aller forcer la main, mais au moins ici, c'est moi, je peux organiser une conférence de presse pour rendre public ce rapport. Est-ce qu'il l'a fait? Il ne l'a pas fait. Vous savez, quelqu'un disait que si on vous explique au Cameroun, si vous arrivez à le comprendre, c'est qu'on ne vous a pas bien expliqué. Et voilà encore une preuve. Josiane, il nous reste une minute. En une minute, on doit s'attendre à quoi dans les prochaines semaines? C'est vrai que, bon,
les gens ont estimé à un moment donné que les ordres seraient venus d'en haut, qu'on mette un peu la pédale douce pour une raison ou pour une autre, et que cette affaire de Covid rebondisse un peu plus tard. Vous êtes de cet avis-là, c'est-à-dire que Yababdou, bien que voulant faire son travail, reçoit des pressions externes qui l'amènent à se dire, bon, vraiment, si on me dit de laisser d'abord, j'attends. Il reçoit des pressions externes, mais il ne peut pas. Il y a cette séparation de pouvoir au Cameroun, mais ça, c'est sur le papier. Sur le papier. Je pense que les décisions viennent du sommet de la plus haute. Dans l'exécutif. De l'exécutif. C'est vous qui le dites, hein. Je vous laisse la responsabilité de votre parole. Et quand il boucle son rapport, il doit d'abord l'envoyer à la présidence avant de... La constitution camerounaise consacre les 3 pouvoirs. Ouais. Oui, mais... Ça, c'est le principe, mais sur les faits, ce n'est pas ça. On connaît comment se passent les procès dans les juridictions. Mais maintenant, si eux qui sont la vie, ne peuvent pas revendiquer ce qu'il est dû, c'est tant pis. D'accord. On a compris, madame, messieurs, merci. On est malheureusement arrivé au terme de cette édition de la presse dispute. Josiane, à très bientôt. Merci, à très On n'a pas tout le temps des femmes, hein. C'est bien d'avoir des femmes journalistes qui viennent sur ce plateau. Merci. On espère vous revoir très bientôt. D'ailleurs, très bien ces sujets. Elle n'est pas chef du service d'éducation pour rien. Oui, elle a fait du chemin. Bien madame, merci également merci, de votre disponibilité. Merci encore de m'avoir invité. D'accord. Dans quelques instants, Equinox ce soir, en direct de Douala. Madame, monsieur, merci d'avoir été là pendant toute cette semaine. Dès la semaine prochaine, nous serons encore là, au cœur de la presse dispute sur Equinox Télévision. Bon début de week-end à toutes et à tous. Bien le bonsoir.